Merci de votre attention. Bonsoir à tous. L'actualité ce soir, demain, vendredi, capitale de la conférence des ministres UEMOA en charge de l'emploi et de la formation professionnelle. En prélude à cette rencontre, les experts ont élaboré les documents d'orientation des travaux. Ils se sont réunis, eux, ce jeudi, toujours à Lomé. Inondation en Libye, la ville de Derna compte toujours ses morts. Des quartiers entiers ont été emportés par des vagues dévastatrices. Des milliers de personnes ont péri dans les intempéries. Et puis demain, vendredi, toujours, jour des awards OAPI à Lomé. Le thème retenu cette année, les marques, outils de compétitivité sur le marché de libre-échange. Nous en parlons tout à l'heure dans cette édition avec le directeur de l'OAPI, Denis Bossou. Il est l'invité du 20h ce soir. Et voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, voici le 20h. Ils ont les mêmes visions, ils font face aux mêmes défis. Le président Faure Gnassingbé, le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, ont longuement échangé ce jeudi à la présidence de la République. Au cours de l'audience, vous allez l'entendre, les deux hommes ont exprimé leur désir de travailler ensemble pour la paix et le développement. Je suis le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Et dans ce cadre, je suis un programme de familiarisation avec la région. Je me présentais formellement au chef d'État et gouvernement de la région pour d'abord pour comprendre leur vue sur la région, sur les pays, pour mieux placer et programmer mon travail pour aider la région. Et son Excellence a bien voulu partager avec moi sa vision des défis de la région, les succès de la région et surtout la nécessité de travailler ensemble pour la paix et la stabilité de la région. Il y a aussi d'autres défis parce que le terrorisme qui a fait plusieurs pays a des impacts dans la région et même ici, au nord du pays. Et avec cette tendance vers les pays, vers la côte, il y a aussi le déplacement des populations avec beaucoup de souffrance, des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école dans la plupart des pays. Il y a aussi le changement climatique qui affecte aussi les pays. Donc, il y a pas mal de défis, mais il faut qu'on travaille ensemble et que les institutions régionales travaillent ensemble en concertation pour minimiser les impacts dans la région. Et voilà donc le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, reçu en audience ce jeudi à Lomé par le président Faure Gnassingbé. En finir avec la drogue et les autres substances toxiques. Eh bien, c'est un des engagements du président de la République. Objectif, préserver la santé des populations. Et pour ce faire, une batterie de mesures ont été déjà déroulées. Écoutez ça là. Drogue, chicha, alcool, cigarettes, les substances psychotropes ne sont plus vraiment les bienvenues au Togo. Le gouvernement, sur les instructions du président de la République, Faure Gnassingbé, intensifie la lutte contre leur promotion et leur consommation. Devenu un problème de santé publique et d'insécurité pour le gouvernement, ces substances sont à combattre à tout prix. Des contrôles et des actions sont renforcés pour limiter la casse. Et chaque année, ce sont des dizaines de tonnes de ces matières nocives qui sont saisies et détruites par les autorités togolaises. Derrière cette disposition impulsée par le chef de l'État, un seul objectif, celui de préserver la santé des populations et lutter plus efficacement contre la criminalité. En la matière, les dispositions pénales de 1998 ont été fortifiées par de nouvelles décisions dissuasives en 2015. Conformément à la loi en vigueur dans le pays, la détention, l'achat, la consommation, la culture des plantes et substances classées stupéfiants ou psychotropes sont interdits et punis. Maintenant, l'alcool et la chicha sont aussi dans le viseur des autorités. Dorénavant, leur vente et consommation, surtout dans les lieux publics, lieux de travail, transports en commun, sont interdites et punies. Cette décision du gouvernement
rejoint une autre offensive. Le sommet anti-médicaments contrefaits, organisé à Lomé en janvier 2020, à l'actif du chef de l'État, Faure Essozi-Mnanya Singbe. Un sommet à l'issue duquel l'initiative de Lomé a été signée par plusieurs chefs d'État et de gouvernement. C'est un accord international qui vise à criminaliser le trafic de faux médicaments, responsable de plus de 100 000 morts par an en Afrique, selon l'Organisation mondiale de la santé. Face au fléau, le Togo se veut inflexible. Depuis 2015, le pays a mis à jour son code pénal. La peine encourue par les trafiquants de ces médicaments est désormais de 20 ans de prison et 50 millions de francs CFA d'amende. Vous l'annoncez tout à l'heure au sommaire, fin à Lomé ce jeudi de la réunion préparatoire de la 14e conférence des ministres UEMOA en charge de l'emploi et de la formation professionnelle. 3 jours de rencontres, les experts ont élaboré à l'occasion les documents techniques qui vont baliser la voie à la conférence des ministres attendue demain vendredi à Lomé. Norbert Agbedanou, Ulrich Amiga. Les grandes lignes sont établies en préparation de la 14e conférence des ministres de l'Emploi et de la formation professionnelle de l'UEMOA. Durant 3 jours, les experts des États membres ont engagé des discussions approfondies sur la question cruciale du chômage des jeunes et des femmes. Diverses pistes de solutions ont été envisagées, notamment la création d'un dispositif de suivi de l'employabilité des jeunes et des femmes. Nous avons eu à travailler sur nos documents, se rapportant à la formation professionnelle, se rapportant à l'emploi et se rapportant aussi au marché du travail. La sous-région est sous l'emprise de l'extrémisme violent. Avec la jeunesse, il faut arriver à sauver cette jeunesse-là. La réunion des experts est consacrée à plusieurs thématiques, dont une thématique principale qui était consacrée à l'étude sur le marché du travail, les systèmes d'information sur le marché du travail, quelle opportunité pour l'insertion socio-économique. Plusieurs recommandations, on peut dire, ont été formulées. Les conclusions de ces discussions seront présentées lors de la 14e conférence qui se tiendra ce vendredi. Les ministres de l'Emploi de la communauté auront ainsi l'opportunité d'apporter leur expertise et leurs recommandations. Les résultats de vos réflexions sur le thème de la 14e conférence des ministres, rendus disponibles par vos soins, permettront d'élaborer, de mettre en œuvre, de suivre et d'évaluer les politiques visant à promouvoir la création d'emplois et le développement des compétences techniques et professionnelles des jeunes et des femmes. Il convient pour l'Union de prendre les dispositions innovantes nécessaires pour surmonter les défis inégalitaires liés au chômage, au sous-emploi, à la pauvreté et à la misère. Cette réunion préparatoire des experts arrive donc à son terme, laissant la place aux ministres pour élaborer des solutions adaptées face aux défis de l'emploi au sein de l'UEMOA. Autre sujet évoqué ce soir, le RESA, ou entendu, le réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest. Ce réseau travaille à harmoniser l'année académique dans son espace. Les réflexions ont commencé mardi dernier à l'Université de Lomé. 7 pays font partie pour votre gouverneur de ce réseau. Yasmine Kodia pour les précisions. La superposition des calendriers académiques dans la plupart des institutions d'enseignement supérieur, UEC publiques, les années blanches ou des retards de plus en plus prononcés dans l'achèvement des années académiques sont de plus en plus constatés dans les universités d'Afrique. Le réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest table sur la normalisation des calendriers, une nécessité pour assurer la qualité des formations dans les citadelles des savoirs. Quand on parle d'excellence, il faut mettre tout en œuvre pour commencer à temps et terminer à temps. Donc il arrive des fois qu'on constate vraiment des retards dans les calendriers, dû à des fois à la malorganisation. Des fois, il y a des événements qui surviennent qui étaient imprévus et ce qui fait qu'on assiste à des chevauchements de l'année académique. Devant ces constats,
Donc, le conseil exécutif du RESAO a décidé de réunir les éminents chercheurs, les éminents professeurs, pour qu'ils puissent échanger autour de la question pour pouvoir trouver des éléments de réponse en vue d'améliorer les façons de faire et réduire un tant soit peu ces retards dans les calendriers. Les participants venus des 7 pays de l'espace RESAO, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger et le Togo, pays hôtes, vont échanger sur les différentes thématiques et trouver des stratégies pour un système d'enseignement supérieur plus compétitif. Le président du RESAO a encouragé et exhorté le conseil exécutif à multiplier ces genres d'initiatives pour aboutir à des pistes de solutions durables. Nous avons reçu donc orientation de la conférence des recteurs, présidents et DG des institutions membres de cette organisation pour qu'on puisse trouver solution et résorber donc ces retards dans les calendriers académiques. C'est à cet effet que nous organisons le présent atelier qui va s'inspirer des expériences, des bonnes pratiques des quelques institutions qui ont un calendrier académique à peu près normal et voir dans quelle mesure on peut capitaliser leur expérience pour résoudre ce problème des calendriers académiques. La rencontre du réseau pour l'excellence fait suite à la conférence des recteurs, présidents et directeurs généraux CRPDG du RESAO qui s'est tenue à Abidjan en novembre dernier. Et la suite est cette question récurrente, quelle technique de plaidoyer pour une meilleure promotion du genre? Eh bien, le module fait l'objet d'une session de formation des cellules focales genre des ministères et institutions de la République. Les précisions avec Christine Pétikiel-Loudé qui a assisté à cette rencontre. Elles sont issues des cellules genre des ministères et institutions de la République. Elles sont chargées de veiller à la prise en compte de l'aspect genre dans les formulations et la mise en œuvre des politiques sectorielles. Le ministère en charge de la promotion des droits de la femme donne encore l'occasion aux membres des cellules de s'outiller pour plus de résultats. Le sujet qui préoccupe cette fois est la technique de plaidoyer. Les femmes elles-mêmes sont dans les émotions. Elles ont une démarche de plainte, de victimisation qui n'arrange pas. Donc c'est autant d'éléments qui font qu'elles n'adressent pas leurs requêtes et leurs revendications sur les bases qui pourraient leur permettre de faire valoir leurs droits et les engagements que l'État a déjà pris. Donc il faut montrer aux gens comment développer une argumentation solide qui convainc le décideur au point où il soit quasiment dans l'obligation d'accéder à votre requête. On en a besoin avec tous les départements ministériels qui sont ici. Ça va nous permettre de mettre ou fédérer nos compétences pour que le volet genre soit plus promu. La mise en place et l'opérationnalisation des cellules genre est un mécanisme important pour l'intégration effective du genre dans tous les secteurs. L'ambassade de France au Togo soutient le mécanisme à travers le projet FSPI. Il promeut le leadership, l'autonomisation économique des femmes, des filles et lutte contre les violences basées sur le genre. Nous espérons des effets catalyseurs de ces cellules au niveau de tous les ministères. Et cet effet doit rejaillir non seulement au niveau des ministères, mais au niveau des institutions et sur toute l'étendue du territoire. C'est la 3e session de formation dont bénéficient ces cellules dans le contexte de ce projet financé par l'ambassade de France au Togo. Et direction maintenant à Wawa 2, fini les longues distances à parcourir pour se faire établir ses actes d'état civil dans la commune. Naissance, mariage, décès. Wawa 2 dispose en effet d'un état civil capable donc d'établir ces différents actes. Un bâtiment neuf inauguré sur place. La cérémonie, le récit, Sylvain Aboudjou. Un état civil annexe pour éviter aux populations du canton de Gobert, Eketo et autres de parcourir plusieurs kilomètres pour se faire établir
les pièces de naissance et bien d'autres au chef-lieu de la commune Wawa 2. L'ouvrage est implanté ici à Gobert pour mieux rapprocher l'administration de l'administré et bien desservir les cantons de la dite commune. Cette volonté émane du maire de la commune Wawa 2, un engagement pour mieux accompagner la politique de décentralisation du chef de l'État visant à assurer le développement local et le bien-être des populations à la base. La population ne peut pas quitter l'Avagnon pour arriver à Gbadinkounia qui est le chef-lieu. Donc nous avons jugé de construire une annexe de mairie à Gobé pour que la population soit un peu à l'aise. C'est-à-dire le village de Eketon, Omonti, El Avagnon, Gobé, Onga, Agadja, parce qu'ils sont loin de chef-lieu. L'état civil annexe est composé d'une salle de réunion, d'un secrétariat, d'un bureau d'état civil et celui du chef-section. Un acquis vivement salué par les populations qui voient leur peine désormais amoindrie. Avant, c'est Gbadinkounia, ça fait 25 km. Mais aujourd'hui, ça fait 3 km aux environs. D'abord, une grande joie pour nous tous, population de la commune Wawa 2, pour cette inauguration de l'état civil annexe à Gobé ici. Donc, le maire a voulu rapprocher l'administration de l'administré pour faciliter nos devoirs à l'état civil. Donc, nous sommes très contents, très joyeux et nous sommes prêts à accompagner le chef de l'État pour ce projet de développement. Le bâtiment est équipé de panneaux solaires pour bien alimenter et assurer le fonctionnement du dispositif installé. Ceci pour assurer une meilleure prestation de service et permettre à l'état civil de bien jouer son rôle. Ici, nous allons faire les actes de naissance, en plus les transcriptions, et nous allons porter les mentions. Les actes de mariage, de décès et les légalisations. Nous avons des difficultés à aller faire ces pièces-là avant. Mais aujourd'hui que cette situation où ce local est implanté à Gobé, nous savons qu'aujourd'hui la population est très contente pour des dépenses de distance. À travers l'implantation de ce bâtiment, bien d'autres projets sont également en cours pour mieux répondre à la vision pragmatique du chef de l'État et la feuille de route gouvernementale pour davantage contribuer à une véritable inclusion sociale de la population. En marge de cette inauguration, certains cadres ont été distingués pour leur engagement dans la préfecture. Connaissez-vous la JSFDT, définition Jeunes sans frontières pour le développement, un mouvement politique en soutien au chef de l'État? En savoir plus, eh bien, rendons-nous à cette rencontre avec les jeunes à Takwame. Et c'est en compagnie de Sylvain Raboutou. Le mouvement Jeunes sans frontières pour le développement fait découvrir cette formation à la jeunesse des plateaux Est. Ce mouvement des jeunes par les jeunes et pour les jeunes est un mouvement politique qui soutient le parti UNIR et les actions du chef de l'État. À travers ces échanges, il s'agit pour le comité national d'informer et de sensibiliser la jeunesse sur ce mouvement et les valeurs qu'il incarne. Ceci pour un engagement massif des jeunes visant à mieux accompagner la vision et les ambitions du président de la République, Foreso Zimnanya Singbe, un mouvement dont la mission est ici déclinée. Nos actions s'inscrivent entièrement dans la vision de la politique du développement de son Excellence, M. Foreso Zimnanya Singbe, président de la République, président de notre grand parti Union pour la République. En effet, le mouvement JSFDT a pour objectif d'encourager l'engagement actif des jeunes dans la société, de favoriser une citoyenneté responsable. L'ambition, c'est d'amener les jeunes à adhérer au mouvement pour un engagement participatif visant à renforcer les valeurs de paix, de solidarité et de cohésion sociale. Il s'agit donc de ce message que nous avons apporté, de conserver ces acquis de paix, de sécurité et de développement déjà fondés par le président de la République et tous les acquis que nous avons. Nous avons parlé à la jeunesse d'être engagée aux côtés de notre grand parti UNIR pour œuvrer ensemble au rayonnement de ce grand parti à travers des scores incontestables et incontestés dans les jours à venir. Et pour la bonne marche de cette vision, un bureau préfectoral a été mis en place pour le compte de la préfecture de Logou. Nous irons aux confins de notre préfecture, la préfecture de Logou, pour rechercher les indécis, ceux qui tergiversent encore, pour pouvoir les convaincre, pour améliorer le score dans les moments à venir. C'est une fierté totale
Et je prie le man des ancêtres, Dieu, qui nous aide à bien accomplir notre mission. Un bureau sera également mis en place dans chaque préfecture par chaque responsable des jeunes. Ceci pour mieux rassembler la jeunesse en vue de promouvoir les idéologies du Parti UNIR dans sa marche vers le progrès. Et 20 minutes à l'étranger, la ville libyenne de Derna n'en finit pas de compter ses morts. Les inondations dévastatrices de ces derniers jours ont emporté des quartiers entiers et fait, vous allez le voir, des milliers de morts. Ces militaires égyptiens évacuent les corps des décombres à Derna. Des milliers de personnes sont mortes dans la cité côtière. L'Égypte, voisine de la Libye, annonce également la mise en place sur son sol d'un camp d'hébergement pour abriter les survivants. Dans l'eau aussi, les recherches se poursuivent au milieu des débris où plusieurs équipes turques épaulent les secouristes locaux, dépassés par l'ampleur de la catastrophe. 2 hôpitaux de campagne ont été fournis par la Turquie. Nous avons soigné ici des patients traumatisés en continu tout au long de la journée. Un autre hôpital français, celui-ci, accueillera des victimes à Derna. Depuis sa base militaire d'Istre, la France a envoyé plusieurs tonnes de matériel sanitaire et une quarantaine de sauveteurs. Vous avez dans ces appareils la capacité d'un A400M, c'est un peu plus d'une centaine de personnes. Et puis ça peut aller jusqu'à 30 tonnes de matériel quand il n'y a pas de personnel à bord. Donc voilà, après c'est du panachage en fonction des besoins. Les premières missions seront essentielles pour déterminer les besoins exacts. Le Qatar, l'Italie, la Jordanie, l'Algérie ou encore le Koweït répondent aussi à l'appel. De son côté, la Commission européenne annonce l'envoi de tentes, de lits de camp, d'eau et de denrées alimentaires. Une mobilisation internationale forte, indispensable pour soutenir ces volontaires libyens venus de tout le pays. Nous avons fourni des couvertures, des matelas et de la nourriture. Des personnes aimables nous aident également, grâce à Dieu. Et maintenant, nous disposons d'une bonne quantité de matériel et nous essayons d'en rassembler davantage. 9 millions d'euros ont été débloqués par l'ONU pour aider la Libye. Le gouvernement libyen de l'Est appelle à l'organisation d'une conférence internationale pour contribuer à la reconstruction du pays. Similaire au Maroc, les secouristes déployés sur place intensifient leurs efforts pour venir en aide aux villages de montagne dévastés par le violent séisme. Dernier bilan en date, près de 3000 morts, mais les espoirs pour retrouver des survivants s'amenuisent près de 5 jours après la catastrophe. Sur les gravats, secouristes et villageois sont soudain pris de panique quand la terre se remet à trembler. À Emin Tala, à 70 km au sud-ouest de Marrakech, une réplique du séisme a blessé légèrement une personne après la chute d'un rocher. Le village est dévasté, mais les secours s'activent dans leurs recherches, alors que des personnes sont encore sous les décombres. Des gens sont encore coincés. Nous les cherchons, mais nous ne les trouvons pas. Tout à l'heure, un téléphone a sonné. Un téléphone sonnait, mais nous ne pouvions pas trouver son propriétaire. Un homme qui est mort probablement. Son téléphone sonne encore, mais nous ne l'avons toujours pas trouvé. Des images de dévastation partout dans la région, ici à Igerman, ou encore dans le village de Tikt. Accessible par ce lacet tracé dans la montagne, les habitants y voient arriver au compte-gouttes des camions remplis de vivres. Encore trop peu pour ceux qui ont tout perdu. On a des dons pour manger et de quoi nous couvrir, mais pas de logement. Bientôt, il va pleuvoir, il fera plus froid et nous serons complètement démunis. Et puis, il y a beaucoup d'enfants ici. Les habitants reprochent aux autorités de ne pas leur venir en aide. Dans la région, ce sont les civils qui s'organisent. Nous ne sommes pas une association, nous sommes des volontaires, des civils. On a lancé une initiative sur Facebook et Dieu merci, elle a eu beaucoup d'écho. De son côté, le gouvernement marocain, par la voix de son chef, Aziza Kanouche, a assuré que tous les citoyens qui avaient perdu leur logement recevraient des indemnités. Immigration, un mot de l'immigration dans cette édition. La petite île italienne de Lampedusa s'efforce de faire face à l'afflux de migrants en provenance d'Afrique du Nord. Près de 7000 personnes, soit l'équivalent de toute la population locale.
Cela dit, retour chez nous au Togo et justement Lomé, justement, capitale demain depuis hier des awards OAPI. Le thème de cette année, les marques, outils de compétitivité sur le marché de libre-échange. Pour en savoir plus, eh bien, nous recevons donc ce soir M. Denis Bossou, qui est donc le directeur de l'OAPI. Monsieur Bossou, bonsoir. Merci d'être là, de répondre à nos questions. Première question, justement, quels sont les objectifs que visent cette année les awards de la marque OAPI? Oui, merci. Permettez-moi d'entrée de jeu de remercier les autorités togolaises pour avoir bien voulu abriter cette cérémonie qui est organisée par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, dont le Togo est un membre éminent. Les awards de la marque sont en effet une manifestation visant à faire la promotion des marques de produits et de services que détiennent les entreprises. Et donc l'objectif principal, c'est d'inciter nos opérateurs économiques à détenir suffisamment de marques et surtout à détenir des marques fortes qui peuvent aller sur des marchés internationaux et ramener des devises aux États. Ça a commencé depuis hier et l'apothéose c'est donc samedi prochain le 15. Et combien de marques étaient en compétition et combien sont-elles nominées pour les prix mis en compétition? Alors, nous avons de façon formelle pour les entreprises qui se sont portées candidates, nous avons reçu 175 candidatures. Et il y a eu une première sélection qui a été faite par des structures techniques et nous sommes là avec une quinzaine de marques qui ont été sélectionnées dans différentes catégories de prix. Mais c'est le lieu d'indiquer aussi qu'au-delà des 175 qui se sont portés candidats, c'est plus de 8 à 10 000 marques que nous enregistrons par an. Vous faisiez donc une catégorie. Combien quelles sont ces catégories de récompenses retenues justement pour la cérémonie de demain? Non, nous avons principalement 4 catégories. Il y a le Grand Prix des awards de la marque OAPI qui s'adresse aux entreprises de grande taille ou de taille moyenne qui disposent quand même d'un certain nombre un portefeuille de marques et surtout qui ont de grandes marques. Nous avons la catégorie qui sera récompensée par le prix régional de la marque OAPI. Et cette catégorie concerne les entreprises qui font un effort d'expansion sur le territoire des 17 États membres que comporte l'OAPI. Et nous avons une troisième catégorie qui est le prix de la PME qui, là, s'adresse aux petites et moyennes entreprises qui font l'effort de détenir des marques et surtout qui essaient de se développer grâce à ces marques. Et nous avons une dernière catégorie qui intéresse particulièrement la population togolaise, c'est le prix du public. Alors il s'agit là pour la population togolaise dans son ensemble, grâce à un système de votation, de désigner parmi 5 marques togolaises celle qu'elles estiment être la marque de leur cœur, donc qui obtiendra le prix du public. Et demain, ce sera donc... non, samedi, c'est samedi, vendredi, oui, 15, voilà, 15 demain. L'édition 2023 de Lomé, quelle sera sa particularité, la touche? Alors, sa particularité, justement, c'est que nous sommes à la 4e édition et pour la première fois, l'OAPI a mis en place une catégorie spéciale destinée aux petites et moyennes entreprises. Pour la simple raison que lorsque vous mettez les PME et les grandes entreprises ensemble, vous amoindrissez leurs chances. Et puis par ailleurs, sur le plan économique, les PME représentent l'essentiel du tissu économique et donc il fallait saluer cet effort des promoteurs de PME. Ce sera donc tout. Y aura-t-il une dernière précision assez rapidement, en 2 secondes? La dernière précision, c'est que demain, à l'hôtel du 2 février, nous aurons la soirée de gala où le jury qui a été mis en place à cet effet va dévoiler l'ensemble des 4 marques lauréates de cette édition des Awards de 2024.
Monsieur Denis Bossou, vous êtes le directeur de l'OAPI. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Donc l'événement, on rappelle, donc ce sera demain à l'hôtel de février, l'apothéose donc de cette édition OAPI Award à Lomé. Merci beaucoup. Ce communiqué, avant de refermer cette édition du soir, communiqué en rapport avec la réouverture de Rock Hotel d'Atakwame, le ministre de la Culture et du Tourisme informe le public et les usagers qu'après 3 mois de fermeture pour travaux, Rock Hotel réouvre ses portes le 1er octobre 2023. Cet hôtel 2 étoiles de 27 chambres construit dans les années 1970 est idéalement situé sur l'une des 7 collines de la belle ville d'Atakwame. Après une partielle rénovation en 2010, il était temps de lui redonner un nouveau look afin de le rendre plus lumineux, romantique et attrayant pour les clients. Des travaux de rénovation en profondeur ont été réalisés. Aujourd'hui, Rock Hotel d'Atakwame est le point de chute idéal pour flâner dans les montagnes et avoir une vue panoramique sur la ville d'Atakwame. Se ressourcer au jardin des plantes est un endroit propice pour les séjours en famille, entre amis et pour les affaires. Le ministre de la Culture et du Tourisme réitère toutes ses excuses à tout le public, notamment les usagers du dit hôtel, pour les désagréments liés à cette fermeture temporaire. Voilà donc qui referme cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez de partout ce soir sur la télévision togolaise, notamment dans Wawa 2. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée.